Quand on tourne un documentaire comme ça, avec des personnes qui doivent animer ces animaux à même le sol, c'est que moi, pendant que je filme, je donne toujours des instructions, je dis « Ah, bouge un peu plus la tête là contre, articule un peu mieux la bouche, etc. » Et après, je découpe le morceau qui m'intéresse et je le mets dans le montage. Et du coup, le son, il est inutilisable. Ce qui fait que, il fallait tout reproduire les bruitages, que ce soit le petit bruit de pattes sur les feuilles, que ce soit le dinosaure qui est en train de bouffer le serpent, il fallait tout refaire. Et ça, c'était une immense galère. Ce qu'on a fait, c'est que, avec mon fidèle acolyte Dani, c'est qu'on est de nouveau retourné dans la forêt avec quelques-uns des animaux. Et en fait, on les a pris et puis avec ma perche, on enregistrait ces sons d'animaux, genre les petites interactions avec les feuilles. On prenait des troncs pourris, on les faisait craquer pour reproduire des bruits de chair ou même des bruits d'arbres qui tombent, etc. Vraiment de manière à avoir une banque de données que je pouvais ensuite utiliser pour le documentaire. Et après, la partie qui était extrêmement chiante, c'était de prendre ces éléments et puis de les mettre vraiment dans chaque section du film. Et ça, c'était extrêmement ennuyeux à faire. Dans la nature, il y a beaucoup de sons. Du coup, il faut pouvoir imiter tout ce son. Surtout, par exemple, quand on a la baston entre le Titanoboa et le Dasplétosaure, comme il y a peu de choses qu'on peut voir au final et montrer, on est obligé de beaucoup simuler avec le son. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film a eu énormément de retard. C'est parce qu'en fait, ce processus m'ennuyait tellement qu'au bout d'un moment, avec les autres projets du studio Paroche, j'ai un petit peu laissé la mégaphone de côté. Et finalement, c'est que plus tard que j'ai ressorti le projet du tiroir et que j'ai enfin finalisé ces bruitages. Un point qui était quand même relativement important avec les bruitages, c'était les cris des animaux, les sons qu'ils produisaient. Alors j'aurais bien voulu les faire moi-même, mais c'est quand même assez compliqué. Du coup, il fallait que je trouve 2-3 astuces. Pendant la séance d'enregistrement de la voix de Thomas, on s'est un petit peu amusé d'ailleurs à ce niveau-là. Il voulait qu'on fasse des cris de bêtes, alors je me suis mis à faire des hurlements de dinosaures au milieu d'un salon, ça c'était assez rigolo. En fait, la plupart des cris, on dirait plus quelqu'un qui ressent beaucoup de plaisir, vous voyez, c'est... Ouais. Ça rendait pas très bien, mais je me disais, il faudrait quand même que j'en garde un. Du coup, on en entend un, évidemment, dans le documentaire. C'est un des cris de Karim, on peut l'entendre juste là. La survie s'y déroule. La survie s'y déroule. La plupart des cris d'animaux, ils viennent de banques sonores sur Internet parce que c'était trop compliqué de pouvoir les reproduire soi-même ou aller en enregistrer soi-même. Mais je voulais quand même essayer d'aller en enregistrer moi-même. Le hasard du calendrier a voulu de nouveau que quand je travaillais sur les bruitages, c'était encore la pandémie et que du coup les zoos étaient encore fermés, y compris le City Park qui est un petit zoo régional qui se trouvait à peine 1 km de la forêt où on a tourné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que comme il n'y avait pas de visiteurs, du coup, le zoo il allait être un peu plus calme et que ce serait parfait pour enregistrer des cris. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec le zoo et j'aurais demandé si je pouvais venir avec ma perche enregistrer les animaux. Ils m'ont dit, ouais, pas de problème, je peux venir. Et du coup, ils m'ont donné une matinée où j'étais avec ma perche dans le zoo, puis je peux aller vers les animaux pour les enregistrer. Et puis, ouais, ça a vraiment donné des choses sympas. La plupart des sons d'oiseaux qu'on entend dans le film, typiquement, ça vient d'une des volières du zoo. Et le son que produit le Dasplétosaure quand il renifle la mue du serpent, ça en fait c'était une des tigresses du zoo qui est venue renifler ma perche. Ça je trouve que c'est un des meilleurs détails de tout le documentaire. Mais il y a un point qui était quand même important pour moi au niveau des bruitages, c'était le cri du cynoconodon, donc ce petit animal qui, il n'y a rien qui ressemble aujourd'hui, peut-être un peu l'opossum, mais finalement... il fallait quand même qu'il ait un certain son. Et au début, je pensais enregistrer des suricates, et en plus, ils en avaient au zoo, parce qu'ils ont un son assez atypique, qui allait bien avec la personnalité du cynoconodon. Et malheureusement, quand je suis allé enregistrer, disons qu'ils n'étaient pas là, en fait. Ils étaient dans un autre enclos, du coup, j'ai dû trouver un autre animal. Et puis là, d'un coup, alors que j'étais en train d'enregistrer un furet, il me semble, j'entends au loin ce bruit bizarre. Une espèce de roucoulement, j'avais jamais entendu un truc pareil, quoi. C'était vraiment bizarre, ouais, ça ressemblait à aucun animal que j'avais entendu. Du coup, je prends ma perche, je vais voir ce que c'est, et je tombe sur un couple de canards. Je crois que l'espèce, c'était des Tadornes casarca, un truc que je connaissais pas du tout, mais de très beaux animaux.
Et j'ai pu enregistrer quelques sons. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça marche super bien pour le cynoconodon. Du coup, voilà, Gustave, le cynoconodon, a été doublé par des canards. Donc, on avait les images, on avait la voix off de Thomas, on avait les bruitages. Donc, ce qui reste à faire, c'est tout assembler. Et puis, une fois tous ces éléments ensemble, ça commençait vraiment à donner quelque chose, quoi. Ça commençait vraiment à prendre vie, à gagner aussi en crédibilité. C'est clair que quand tu tournes, tu te rends pas forcément compte pourquoi il te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Tu te dis ouais mais bon, ça va être nul ton truc. J'avais un peu l'impression qu'on avançait un peu dans l'obscurité. Puis quand j'ai vu les premières images, j'ai quand même pu constater que c'était pas du tout ce que je pensais et puis que le rendu était incroyable. Mais il manquait quand même toujours un petit élément, puis pas des moindres. Un élément qui était ultra important, puis que je trouve faisait vraiment aussi beaucoup la personnalité de la série sur la Terre des dinosaures, la musique. Alors la musique dans le documentaire de base, elle était composée par Benjamin Barthet, qui a fait un travail exceptionnel, qui a vraiment fait un thème qui était iconique. Moi, je voulais pas composer la musique moi-même parce que en fait, je sais pas trop comment m'y prendre et je voulais pas non plus aller chercher de la musique sur internet comme je fais pour la plupart de mes vidéos parce que là, en fait, je vais vraiment faire ce processus de A à Z, y compris composer la musique pour le film. Et du coup, j'ai fait appel à Léo qui étudiait la musique. Et du coup, je lui ai proposé le projet et puis il était tout de suite chaud, il a rapidement accepté. Et après, moi, je lui ai donné des musiques desquelles il pouvait s'inspirer, donc les compositions de Benjamin Barthet. Finalement, on arrivait à un résultat que je trouve magnifique, franchement super beau. Les mélodies, tout va tellement bien avec les images et on a vraiment aussi cette sensation de grandiose quand on survole la forêt. On a cette sensation un petit peu de mystérieux quand on est au fin fond des sous-bois. Également même cette séquence avec la scolopendre où la musique n'était pas censée être aussi drôle, mais finalement ça marchait très bien. Puis c'est là où de nouveau la collaboration avec quelqu'un d'autre a très bien fonctionné. Puis vraiment, la musique de Léo, mais c'est pas juste la cerise sur le gâteau, quoi. C'est carrément la crème fouettée. Cet exemple. Ce que je voulais aussi ajouter qui venait de la série d'origine, c'était le petit générique au début. Quand on regarde le générique de la Terre des dinosaures, c'est un peu cette espèce de fond noir. On a ces silhouettes de dinosaures qui apparaissent légèrement transparentes. Et moi, je voulais un peu reproduire ça. Et puis, c'est du coup Tim qui s'en est chargé et qui a dû un peu s'inspirer. Ce qui est drôle avec les exemples qu'il m'a envoyés, en fait, c'est que c'est des trucs justement qui datent et dont la qualité elle n'est pas non plus incroyable en fait. Donc ce qui me permet moi de derrière pas devoir faire une qualité irréprochable. Plus compliqué en fait ça a été de travailler avec les rushs qu'on m'a donnés pour pouvoir créer cette intro. Ça a été le plus long travail à faire, c'est de clean up ces rushs et de pouvoir les détourer, de pouvoir les animer. Pour dire par exemple le dinosaure qu'on voit dans l'intro qui ouvre grand la bouche, j'ai pas pu prendre le rush qui ouvre grand la bouche parce qu'à détourer il était impossible, donc j'ai remodélisé le modèle en 3D derrière avec ses textures, avec son bordel, pour pouvoir l'animer proprement. Quand je dis que moi j'avais du retard avec le documentaire, alors lui avait énormément de retard aussi avec, avec l'intro, quoi. Et en plus il a pas mal galéré, ouais. Et le résultat il était relativement assez cool et en plus derrière on peut voir le fossile de dinosaure qui apparaissait dans le teaser, donc la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait aussi en parallèle de toute la post-production du documentaire, c'est de poursuivre cette campagne marketing que j'avais commencé avant le tournage principal avec le petit teaser que personne n'avait compris. Et puis pour ça, ce que j'ai fait, c'était faire des affiches avec des photos qui ont été prises à l'aide de mon fidèle collaborateur également, Booksy. Dans la forêt avec moi pour photographier les différents animaux puis pouvoir réaliser des affiches personnages, des affiches un petit peu d'ambiance pour aussi annoncer le côté spectaculaire de la mégafaune. Et également ce que j'ai fait bien sûr, c'est des bandes annonces supplémentaires. Il y en a une notamment qui est passée lors d'une soirée où Tim et Amy diffusaient des courts-métrages un petit peu pour faire comme dans un cinéma en fait, où tu as des pubs qui passent avant et tu fais de la promotion pour des trucs qui vont arriver. Et j'en ai fait quelques-unes. La suivante a fini directement sur YouTube et la dernière,
a également été de nouveau présenté lors d'une soirée de court-métrage. Et en plus dedans, on avait Thomas filmé en peignoir. Allez, balancez-moi du méga! Et finalement, le 15 décembre 2022, après près de 3 années de travail, on a commencé en 2019, je le rappelle, sort enfin, au temps de la mégafaune, la fin du Titanoboa. Oh, ce que ça faisait. Je peux pas exprimer comme ça faisait du bien d'enfin le sortir sur la chaîne, vraiment, parce que ce film c'était devenu tellement à poids en fait, c'était le machin où j'ai tout mis. J'ai vraiment tout mis en fait, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis toute ma créativité, j'ai mis toute ma passion. C'est le projet du Studio Paroche qui a réuni le plus de personnes, d'horizons différents, des artistes différents, des amis, etc. Et là enfin de pouvoir le mettre sur YouTube, enfin, mais c'était une vraie délivrance en fait. C'est comme si vous éleviez un gamin pendant plusieurs années et qu'au bout d'un moment, en fait, il est mûr et puis en fait, il veut quitter la maison, il doit quitter la maison et on le laisse partir et on se dit mais est-ce qu'il sera accepté par les autres? Est-ce que les gens accepteront ses petits défauts, ses grandes qualités? On ne sait pas, mais voilà, au bout d'un moment, il faut laisser aller. Et c'était pareil pour la mégafaune, quoi. C'était mon bébé, quoi, on peut dire. C'était carrément mon bébé. Puis en fait, j'avais tellement peur que tout ce travail passe inaperçu, puis que ça fasse qu'une centaine de vues, quoi. Parce que comme la plupart de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, sauf que la plupart, elles prennent pas autant de temps à faire que celui-là, de ce projet-là, j'avais vraiment peur que finalement ça passe inaperçu. Du coup, dès que j'ai commencé à travailler dessus, j'en parlais aux médias, et notamment Télé Bilingue qui est venu faire un reportage dessus alors que on tournait encore dans la forêt. Tout ce qui est produit sur ma chaîne YouTube, Studio Paroche, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement demandées qui ne sont pas nécessairement tendances, qui ne sont pas nécessairement demandées par les gens et qu'il faut essayer d'aller vendre auprès des gens, essayer de faire de la promotion. Et ça, c'est très compliqué et c'est parfois un peu frustrant de passer des mois de travail sur une vidéo pour au final avoir à peine une centaine de vues. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant le tournage de ce reportage Télé Bilingue, j'ai mentionné le fait que j'espérais avoir au moins 1000 vues, que ça me ferait du bien de me dire qu'au moins, voilà, on a au moins 1000 personnes ont vu. Au moins on a un peu le sentiment que le film a été vu et que ce travail, ça passe pas aux oubliettes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la vidéo a dépassé les 8000 vues, puis c'est juste... c'est incroyable, j'ai pas de mots. Peut-être que la communauté qui est fan de dinosaures est assez réceptive à ce genre de contenu, puis qu'elle a trouvé cette vidéo sur YouTube et qu'elle a commencé à la partager. Je sais pas, en tout cas il y a des commentaires en anglais, donc qui sait où le documentaire a pu être regardé. Et ce qui était plus important encore que les vues, parce que les vues c'est une chose, mais c'était aussi les retours des gens. Et déjà quand des journaux ont fait des articles sur le documentaire peu de temps après sa sortie, déjà là je recevais pas mal d'avis positifs sur le documentaire, mais les avis positifs des gens, avec qui on parlait du documentaire en 2 discussions, mais ça c'était juste exceptionnel quoi en fait. Le résultat final, moi j'ai beaucoup apprécié. Je ne m'attendais pas à moins, on va dire aussi, parce que c'était un travail de longue haleine, que ce soit sur l'intro, les effets spéciaux, le son, ça a tout pris très long, donc je m'attendais quand même à un truc bien fini et j'ai pas été déçu. J'étais très content du résultat. Même que c'était de la fiction, on pouvait se prendre au jeu et puis se dire que oui, ça pouvait être réel, quoi. Moi, je regardais ça, j'avais vraiment l'impression de regarder un vrai reportage. Donc, le résultat, il est fou et du coup, je pense que le jeu en valait la chandelle parce que c'est vraiment une vidéo que je trouve très aboutie et très très cool. Moi, ce qui me frappe en voyant ces images, c'est vraiment la créativité de Louis, parce que voilà, le fait de faire ces dinosaures avec du papier, des différents mécanismes aussi. Il y a vraiment une énergie qui a été mise dans ce projet qui est vraiment hyper investie, je trouve, de la part de Louis. Le documentaire en lui-même, la finalité du truc donne vraiment assez bien. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien ensemble. Les effets spéciaux sont bien entendu parfaits. Le résultat est quand même assez bluffant. C'est un univers un peu particulier, bien sûr. On n'y croit pas vraiment, on voit bien que ce n'est pas des vrais animaux, mais ça fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai même montré le documentaire à des gamins, puis voir leur réaction quand il y a le serpent qui est dans la forêt.
c'était juste beau, quoi. On avait l'impression qu'il regardait vraiment un documentaire, il s'était vraiment émerveillé. J'ai pas de mots, quoi. Surtout avec toutes ces fois où je parlais du projet aux gens, puis qu'ils me regardaient avec des grands yeux, maintenant ils peuvent aller d'eux-mêmes sur YouTube et puis voir comprendre ma vision. Ce n'est pas le temps des serpents géants, c'est le temps des dinosaures. Au temps de la mégafaune, finalement, c'est pas juste un petit documentaire expérimental d'à peine 15 minutes sur YouTube. En fait, c'est plus que ça. C'est un voyage, c'est une odyssée, en fait. Je veux dire, j'ai commencé à le filmer en 2020, puis je l'ai terminé en 2022. Donc, j'ai tellement évolué entre-temps, que ce soit ma manière de filmer, que ce soit mon matériel, que ce soit mon côté créatif. Il y a tellement de choses qui ont bougé entre-temps, mais c'est aussi un projet qui m'a tellement appris de choses et qui m'a aussi montré que finalement, il y a des limites à rien, en fait. Si on a envie de créer quelque chose, on peut le faire. Il faut juste se donner les moyens et puis se dire « Ok, je tente le coup, j'y vais, j'essaye de le faire », même si on dit que c'est un peu fou, quoi, que c'est absurde de filmer des dinosaures dans la forêt. Moi, je dis non. Moi, je dis que si on se dit qu'on peut le faire et qu'on se donne les moyens, le temps, la passion, on peut y arriver. Quand il y a une bonne idée, quand il y a la volonté de faire un film, on arrive toujours à faire quelque chose avec les moyens qu'on a, pourquoi pas aussi avec des dessins, d'autres types d'animations. Mais oui, ça peut donner des résultats très intéressants. Alors voilà, c'est vraiment la fin de la fin du Titanoboa. Même si vous êtes resté jusqu'au bout du générique, vous auriez probablement remarqué qu'en fait, il y a un petit peu de la suite dans les idées. Hein. Là, on introduit clairement les humains qui sont aussi existants dans cet univers où il y a des créatures préhistoriques. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on voit un crâne humain qui clairement le dit, qui sont là, qu'ils existent. Et bien sûr, ça annonce un petit peu la couleur pour la suite. Est-ce qu'il y en aura une ? Très certainement, hein, la mégafaune, ça ne va pas s'arrêter à ce qui a été raconté. Hein. Il y a tellement de choses encore à montrer, que ce soit justement des affrontements entre des humains et des dinosaures, hein, qui sait. Hein. On ne sait pas trop ce que la suite nous réserve. Hein. Si Louis veut faire encore appel à moi, il peut, il sait que je suis chiante de toute façon. Ça dépend, j'ai pas encore reçu le chèque de Louis pour le premier, mais pourquoi pas, oui. Non, j'aime bien faire ça. Alors oui, la mégafaune reviendra. Quand et comment ? Je ne sais pas encore, vu le temps que ça a pris pour faire cet épisode 1, cet épisode pilote, mais je crois qu'il ne sera jamais trop tard pour en raconter plus, puis aussi pour donner vie à ses rêves et au passé.